À la une de l'actualité, le révérend Poda Mathias est le nouveau président de l'Union des pasteurs de la commune de Koumassi. Il a été officiellement investi le samedi 8 avril 2017. Au Mali, les syndicats de la santé continuent leur grève. Ils se disent insatisfaits des propositions du gouvernement. Au Sénégal, les autorités se tournent vers la mer pour approvisionner en eau potable. Enfin, du sport, le président de la COSAFA s'est insurgé contre l'attribution des Coupes d'Afrique 2019, 2021 et 2023. Madame, Monsieur, bienvenue et merci de vous informer sur Béni TV, la chaîne des bénis au chapitre religion. Un grand temps de délivrance a eu lieu ce samedi 8 avril 2017 à Yopougon, GESCO, temps organisé par la mission prophétique délivrance dirigée par la prophétesse Sarah Corée. Seigneur, délivre-moi de la main de l'ennemi. Tel était le thème de ce programme. Seigneur, déchaîne-moi de la main de l'ennemi pour entrer dans ta gloire. C'est le thème qui a couvert le grand programme de délivrance organisé par la mission prophétique Béthanie Délivrance à Yopougon, GESCO. En prélude à ce temps fort, le groupe musical a entraîné le peuple de Dieu dans une atmosphère de louange et de danse. La prophétesse Sarah, femme de feu et pleine d'onction, fait ensuite son entrée, soulevant une liesse populaire. Après s'être inclinée devant le trône, elle entame aussitôt le ministère de délivrance. On assiste ainsi à des séances phénoménales de libération pure et dure, mettant à nu toutes sortes d'esprits mauvais. Je t'appelle, tes péchés, quel est le puissant de Jésus. Tu dois s'affronter. L'esprit de Goliath, toi tu dois s'affronter. Amen. Tu viens contre moi avec la force, mais moi je viens contre toi avec l'esprit de Dieu. Alors, non, lève-toi. Soulevez-la. La terre où tu es arrêté. La terre où tu es arrêté. Je bombarde ça avec le feu de Saint-Esprit. Je bombarde les pieds. La terre où tu es arrêté. Je bombarde ça. Je bombarde ça. Libérés et guéris instantanément, certaines personnes témoignent. C'est un mari de nuit qui me fatiguait. Mais aujourd'hui, je suis délivré des maris de nuit qui me fatiguent. Aujourd'hui, je peux parler sans même fournir beaucoup d'efforts. Alors qu'avant, je ne pouvais pas. Et comme pour attester de la puissance de Dieu agissant par le canal de sa servante, d'autres personnes, autrefois atteintes de folie et de cancer, viennent confirmer leur guérison. Selon la prophétesse Sarah, ce programme de délivrance lui a été inspiré par Dieu. Mon don que j'ai, c'est un don de délivrance. Et je suis un nègre. J'attends où le vent se lève. J'attends où mon père me dit lève-toi et vas-y. Et quand tu t'en vas, il t'accompagne. Avant de continuer de libérer les captifs, la servante de Dieu a revêtu sa toge sacerdotale. Moment solennel. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Dieu s'est une fois de plus manifesté au milieu de son peuple. L'UPAC, l'Union des pasteurs de la commune de Koumassi à Abidjan, a un nouveau président. Il s'agit du révérend Mathias Poda qui a été officiellement investi le samedi 8 avril 2017 lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au ministère de la prière vivante, c'est toujours à Koumassi. Le corps pastoral de la commune de Koumassi à Abidjan s'est réuni le samedi 8 avril 2017 au ministère évangélique de la prière vivante à l'occasion de l'investiture du nouveau président de l'Union des pasteurs de Koumassi. L'union et la solidarité est nécessaire aux serviteurs de Dieu pour mener à bien leur ministère. Le pasteur Adebayo Adedimedji l'a encore rappelé dans son exhortation. Il a insisté sur l'importance du leadership dans l'œuvre de Dieu. Parfois, on peut échouer. C'est quoi le nom d'un décideur à partir du cœur? Sometimes it may be difficult. Parfois, ça peut être difficile. Child of God. Enfant de Dieu. Leader. He knows your heart. Il connaît ton cœur. When we follow from the heart, quand nous suivons de tout notre cœur, the Lord will bless us. Le Seigneur nous bénira. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. L'UPAC, l'Union des pasteurs de Koumassi, a été créée par le révérend Adi Raymond, qui en a été le premier président. Aujourd'hui, il cède la place au révérend Poda Mathias. C'est donc au révérend Adi Raymond qu'est revenu l'honneur d'investir le nouveau président de l'UPAC sous le regard des anciens et pères spirituels. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le révérend
Pouda Mathias et son bureau exécutif ont été oints et bénis par les anciens pasteurs et pères dans la foi à Koumassi. Dans son premier discours, le nouveau président de l'UPAC a remercié les autorités politiques et administratives tout en appelant le corps pastoral à l'unité. Vous savez, parlant d'unité, le diable n'est jamais d'accord. Mais Dieu, par sa grâce, avec l'aide des pères, tels que Papa Oku Gévais, Bishop Adebayo, et le révérend fondateur Agui Raymond, ensemble avec tous les pères de Koumassi, on a réussi à arriver là où nous sommes aujourd'hui. Il faut aussi dire qu'il y a encore d'autres pasteurs qui hésitent. Est-ce que c'est du sérieux? Nous allons aller vers ces pasteurs, ces servants de Dieu pour les ramener, pour qu'ensemble on puisse être forts pour la mission que le Seigneur nous donne ici à Koumassi et au-delà même. Forte de plusieurs centaines de membres, l'UPAC entend renforcer son rôle d'interlocuteur pour les intérêts des pasteurs et serviteurs de Dieu dans la commune de Koumassi. Le nouveau président et son bureau exécutif sont ainsi investis pour un mandat de 2 ans. La délégation ivoirienne ayant participé à l'édition 2017 de l'école du ministère ASM en Afrique du Sud est de retour en Côte d'Ivoire depuis le jeudi 6 avril 2017. Après s'être ressourcés auprès du pasteur Chris Oyakilome, les membres de la délégation ivoirienne étaient contents de retrouver Abidjan. C'est dans une ambiance explosive que s'est faite le jeudi 6 avril 2017 l'arrivée de la délégation ivoirienne partie le 28 mars dernier en Afrique du Sud dans le cadre de ISM, entendez International School of Ministry. Pour rappel, ISM est une conférence annuelle de leaders initiée par le pasteur Chris Oyakilome. Aussi, pétri d'une onction de joie après s'être abreuvé auprès de cet illustre serviteur de Dieu, certains membres de la délégation ont livré à chaud leurs émotions. Waouh. C'était fantastique, c'était glorieux, c'était un voyage de grande bénédiction. Nous voulons saluer tous les téléspectateurs de Béni TV. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes partis avec la grâce de Dieu à Johannesburg et nous sommes de retour. Nous avons été bénis, richement bénis par le pasteur Chris Oyakilome. Nous avons été nourris par la parole. Nous avons été enrichis par les miracles, les prodiges que nous avons vus. Nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre. Et nous voulons louer Dieu pour cette grande bénédiction à laquelle nous avons pris part à Johannesburg. Nous revenons ici en Côte d'Ivoire chargés, restaurés, renouvelés, requinqués, remodelés, transformés. On a appris beaucoup du pasteur Christ. Voilà, comme j'ai eu l'habitude de dire, il faut apprendre au pied du maître. C'est un dévancier, c'est un éléphant de l'évangile. Alors il nous a impacté pour qu'en retour, on puisse venir impacter cette nation et les nations environnantes. Nous retrouvons enfin avec plaisir le vainqueur du concours Caïman biblique, M. Marc Nguessan, heureux bénéficiaire de ce voyage. Effectivement, je suis l'heureux gagnant du jeu Caïman biblique. Et grâce à la chaîne Béni TV, je me suis rendu en Afrique du Sud. Et je passais un moment merveilleux avec le pasteur Chris Oyakilome. Ça a été un moment époustouflant. Je n'ai jamais vu des choses comme ça dans ma vie. Et ça a été un moment merveilleux. Et ça a impacté ma vie. ISM 2017, c'est terminé. Vive ISM 2018 pour que vive une église de leaders forts. Ouvrons à présent la page africaine de ce journal en nous rendant au Mali où les syndicats de la santé et de l'action sociale se disent insatisfaits des propositions du gouvernement pour mettre fin à leur grève. Depuis un mois, les professionnels de la santé au Mali réclament de meilleures conditions de travail. La grève des travailleurs de la santé est à son 33e jour. Le 9 mars 2017, le syndicat national de la santé et la fédération des syndicats de la santé sont entrés en grève illimitée. Leurs revendications principales sont, entre autres, l'augmentation substantielle des primes des fonctions spéciales et des gardes, l'octroi d'une prime de monture aux travailleurs socio-sanitaires et de la promotion familiale, la prise en charge à 100% des soins médicaux des travailleurs socio-sanitaires assujettis à l'assurance maladie obligatoire.
Malgré les services minimums, la situation reste déplorable dans les centres de santé. Si tu vois que je viens assister à ce sitting, c'est que je souffre. Nous sommes nombreuses dans cette situation. Le diabète est une maladie dangereuse comme d'autres maladies d'ailleurs. Mon problème est également à l'hôpital. On te fait faire beaucoup d'examens médicaux avant de te donner une ordonnance. Les partis politiques de l'opposition comme de la majorité ont rencontré les grévistes et les ont exhortés à reprendre le travail. Jusqu'à sa démission, Modibo Keïta et ses ministres auront tenté le tout pour le tout sans succès. Désormais, ce sont les mouvements citoyens qui entrent dans la danse. Nous demandons au gouvernement et aux syndicats de reprendre très rapidement les négociations, mais dans le but de trouver rapidement une solution pour mettre fin à la souffrance du peuple malien. Parce que nous avons fait le tour des hôpitaux, il y a chaque jour des pertes en vies humaines. Il y a chaque jour des personnes qui arrivent dans les hôpitaux qui ne parviennent pas à trouver des soins nécessaires. L'un des premiers chantiers du nouveau Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga sera de renouer le dialogue avec les syndicats, mais aussi de trouver une solution afin de soulager les nombreux patients qui souffrent dans les hôpitaux. Le Sénégal se tourne vers la mer pour faire face au défi de l'approvisionnement en eau potable. Les autorités sénégalaises prévoient la construction d'une usine de dessalement de l'eau de mer pour soulager les populations qui sont souvent victimes de pénuries. L'usine de dessalement de l'eau de mer qui doit être implantée sur ce site des Mamelles de Dakar devrait améliorer l'approvisionnement de la capitale sénégalaise en eau potable avec une production de 50 000 m3 par jour extensible à 100 000. La panne de l'usine de Keur Momar-Sarr qui avait provoqué une pénurie d'eau pendant 2 semaines en 2013 à Dakar a amené les autorités à mettre en place cette usine. L'usine de dessalement constitue une réponse fiable, crédible, pour non seulement diversifier les sources de production, mais aussi venir apporter et sécuriser l'approvisionnement en eau de Dakar. Ça vient également, disons, conforter la stratégie aussi du ministère de la SONES de sauvegarder les ressources en eau souterraine qui sont surexploitées et qui subissent également des menaces de pollution. Le dessalement, selon les acteurs, est une option stratégique pour la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable de la capitale. Une continuité du service même en cas de dysfonctionnement des usines du lac de Guiers et des forages du littoral. Cependant, pour certains, l'usine de dessalement d'eau de mer aux Mamelles aura un impact négatif sur les écosystèmes. Nous ne pouvons pas partager cet avis en raison de l'ensemble des études que nous avons eu à mener pour pouvoir circonscrire les impacts du projet. Ces études ont consisté d'abord, dans un premier temps, à faire des mesures sur une période d'1 année au niveau du milieu marin, pour relever la profondeur du milieu marin, la qualité de l'eau, les paramètres physico-chimiques, mais également les paramètres liés à la courantologie. La première usine de dessalement de l'eau de mer du Sénégal va coûter 135 milliards de francs CFA. Le démarrage des travaux est prévu au mois de janvier 2018 et la fin en 2021. L'amélioration de la disponibilité de l'eau 24 heures sur 24, de même que la réduction du volume d'eau non facturé de 27% à 20% sont aussi prévus avec ce projet. À l'international, le camp de réfugiés de Chios, l'un des plus peuplés de Grèce, ce camp qui continue de recevoir de nouveaux arrivants, est au bord de l'implosion. Nous sommes dans l'un des 2 camps de réfugiés installés sur l'île grecque de Chios. Le camp de Souda accueille environ 800 migrants. La majorité vient de Syrie, les autres d'Afrique du Nord, d'Afghanistan ou d'Iran. Tous ont traversé la mer Égée depuis la région turque de Çeşme de l'autre côté de la rive. Depuis l'accord conclu entre l'Union européenne et la Turquie, le nombre de migrants débarquant à Chios a reculé d'environ 25%. Mais les chiffres de l'ONU montrent une recrudescence des arrivées ces derniers mois. 270 en février, plus de 800 en mars. Des chiffres qui inquiètent la population locale. C'est peut-être lié aux bonnes conditions météo ou à des raisons politiques.
Mais ça ne m'intéresse pas de connaître les causes. Je constate les faits et c'est très dur pour les habitants de l'île comme pour les réfugiés et les migrants. Je ne veux pas me plaindre ou faire des reproches à la Turquie. La Turquie est un État indépendant qui agit comme il l'entend et nous, dans l'Union européenne, nous devrions avoir notre propre politique. Les 2 camps de réfugiés de Chios sont pleins à craquer. Les conditions de vie y sont très difficiles pour les migrants, contraints d'attendre des mois avant d'obtenir une réponse à leur demande d'asile. Dans ce contexte, les incidents se multiplient dans le camp. La nourriture n'est pas bonne, ce que l'on boit n'est pas bon, et les hôpitaux sont délabrés. On nous montre la vidéo d'un réfugié syrien qui s'est immolé par le feu ici à Chios quelques jours plus tôt. C'est un lieu très dangereux. J'ai pris 3 coups de couteau, un dans la poitrine, un dans le dos, un dans la jambe. Je suis resté 15 jours à l'hôpital. Les gens de l'ONU ne sont même pas venus me voir. Majid a 25 ans, originaire du Soudan. Il est arrivé à Chios il y a 3 mois. Sa famille est toujours en Turquie. Elle a tenté à plusieurs reprises la traversée, mais a été interceptée par la police turque à Çeşme, à seulement 8 km de Chios. Ici, les autorités turques disent veiller au grain afin d'empêcher les traversées clandestines. Malheureusement, les gens parviennent à s'échapper d'ici. Mais nous faisons notre possible pour empêcher que cela arrive grâce à nos forces de sécurité et nos gardes-côtes. Chaque jour, nous essayons d'intercepter des migrants avant qu'ils ne soient en mer. Grâce à une technique de traduction des chansons en langage des signes de française, ont permis à des sourds de goûter au plaisir d'un concert de musique suivant cet élément. Les uns applaudissent en frappant dans leurs mains, les autres en les agitant au-dessus de leur tête. Dans une salle de spectacle alsacienne, spectateurs entendants et sourds se mêlent. Une prouesse rendue possible par 2 femmes qui traduisent les chansons en langue des signes. Devant la scène, Nadine entend parfaitement. Elle profite enfin d'un concert avec son mari malentendant. Il a fallu attendre 50 ans pour partager ça. C'est beaucoup d'émotions. Moi, quand je vois les interprètes, j'ai toute l'émotion du partage. C'est pas juste de la traduction, c'est vraiment des signes chantés. Enfin, voilà, ça va, c'est magnifique. Ce soir-là, Séverine et Rachel, du collectif Demain sur scène, traduisent les chansons d'Yves Jammet. L'enjeu est double. Traduire en priorité, mais aussi, par la gestuelle, le regard, transmettre une émotion. On est là vraiment pour faire passer le plus possible le ressenti du chanteur et ce qu'il veut justement laisser passer comme message. Donc on exagère en plus. Ils ont tous une famille où ils ont pu nicher. Avec sa poésie et ses changements de registre, l'univers de Yves Jammet est un beau défi pour les 2 interprètes. Il y a un travail d'expressivité. C'est au-delà de l'interprétation, juste c'est vraiment de l'adaptation. Ces concerts adaptés sont encore peu répandus en France, mais dans cette même salle, Séverine et Rachel ont déjà doublé Cali, Brigitte et Christophe Mahé. Elles permettent ainsi de repousser les limites du handicap. Dans certains villages du sud-est du Portugal, la pénurie de curés catholiques pousse plusieurs femmes simples croyantes à célébrer elles-mêmes les offices du dimanche pour animer la vie religieuse de leur communauté. Depuis quelques années, l'Alentejo, au centre du Portugal, est l'une des régions les plus touchées par le manque de prêtres. Le père Manuel, curé de la petite ville de Reguengos, est responsable à lui tout seul de 7 paroisses, soit 16 églises au total. Impossible d'être partout en même temps, il a donc fallu innover.
Quand je suis arrivé il y a 19 ans, nous étions encore 3 prêtres en tout. Puis petit à petit, au bout de 3 ans, je me suis retrouvé tout seul. Vu les circonstances, il était absolument nécessaire de trouver une solution. Nous avons donc regroupé des laïcs à qui nous avons donné une formation pour qu'ils puissent pratiquer eux-mêmes des célébrations pour les fidèles. Ces formations autorisées par l'Église font des laïcs des ministres de la parole. Ils peuvent lire les textes d'évangile, donner la communion, célébrer les baptêmes et même les funérailles. Seule la célébration de la messe, la confession et l'extrême-onction leur est interdite. Ce dimanche à Campigno, petite bourgade de 708 habitants, c'est Dora Cruz, jeune mère de famille laïque, qui officie comme ministre de la parole. Elle a l'habitude, cela fait maintenant 6 ans qu'elle pratique ces célébrations. Il y a 50 ans, les femmes mettaient le voile pour aller à l'église. Aujourd'hui, plus personne n'utilise le voile. Dans la rue, personne ne sortait en mini-jupe. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est comme tout. Tout évolue, tout a un cycle, et les choses surgissent en fonction des besoins qui apparaissent. Une vision moderne de la religion dans un pays où l'on ne badine pas avec la ferveur catholique et où une femme derrière l'autel aurait pu être mal acceptée par les paroissiens. Au début, on trouvait ça bizarre, une femme qui dit la messe. Et maintenant, on est tous habitués. Et oui, c'est comme tout. Et d'ailleurs, je pense aussi qu'on devrait autoriser les curés à se marier. C'est mon opinion. L'année dernière, le pape François a nommé une commission pour réfléchir à la possibilité d'ordonner des femmes diacres. Ici, au Portugal, nécessité faisant loi, la place des femmes dans l'Église est déjà une réalité. Refermons ce journal avec une note de sport. Le président du Conseil des associations de football en Afrique australe, COSAFA, s'est insurgé le 7 avril contre l'attribution des Coupes d'Afrique des Nations 2019, 2021 et 2023. Selon lui, une seule région du continent a été privilégiée. Les Coupes d'Afrique des Nations 2019, 2021 et 2023 pourraient-elles changer de pays hôte ? La question se pose au lendemain des déclarations de Philippe Chiongwa, président du Conseil des associations de football en Afrique australe, qui a ouvertement critiqué ce samedi l'attribution de l'organisation de la CAN, respectivement au Cameroun, à la Côte d'Ivoire et à la Guinée. Ce dernier prévoit d'ailleurs de protester. L'Afrique est notre continent et nous avons le droit de poser des questions et de penser que nous avons été abusés. Dans ces conditions, nous remettons en question le statu quo, la localisation de tous les intérêts dans une région. Le COSAFA va donc protester concernant certaines compétitions qui ont été attribuées, à tel point qu'une commission d'enquête doit être mise en place. L'attribution des 3 prochaines phases finales de la CAN avait en effet suscité quelques remous. L'ex-président de la CAF, Issa Hayatou, a à maintes reprises été accusé de favoritisme à l'égard des pays francophones au détriment du Maghreb et des pays anglophones. Mais pour certains observateurs, les doutes de Philippe Chiongwa sont pour l'heure injustifiés. Ces déclarations sont un peu des déclarations intempestives parce que normalement, il devrait attendre que l'Assemblée générale se réunisse ou à l'issue d'un conseil, un conseil exécutif pour dire qu'il y a des choses qui ne sont pas normales de voir ça, de mettre une commission en place. J'ai l'impression qu'il veut se venger du Cameroun. Je pense que le début du problème entre le président malgache Ahmed et la CAF au temps de Issa Hayatou, c'est la CAN 2019. Donc là, ils font tout pour chambouler le programme. La sortie médiatique du président de la COSAFA s'est faite en présence d'Ahmad Ahmad, nouveau président de la Confédération africaine de football. Obtiendra-t-il le soutien de ce dernier ? Cela semble fort probable selon certains spécialistes. L'objectif étant de rééquilibrer les forces entre fédérations francophones et anglophones sur le continent. C'est sur ces notes que se referme ce journal que nous avons été ravis de vous présenter. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À bientôt.